Michel Rolland, bonjour. Bonjour. Vous êtes œnologue consultant dans plus de 250 domaines viticoles en France et à l'étranger, une sorte de gourou du vin. Alors concrètement, expliquez-nous en quoi consiste votre métier, celui de consultant en vin. Donc notre métier consiste à s'occuper d'abord de ce qu'on nous demande, parce qu'on ne nous demande pas toujours les mêmes choses, mais ça peut aller du choix des terrains à la plantation du vignoble, en passant par la production des raisins, et bien sûr la vinification et l'élevage. Pour l'instant, on n'a pas de pôle marketing, c'est-à-dire pour la vente des produits, mais pratiquement on est presque impliqué jusqu'au niveau de la vente. Donc on s'occupe de toute la chaîne. Donc concrètement, donnez-nous un exemple de vin, de vignoble que vous avez pu révéler. Quel était votre diagnostic et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour que justement la qualité s'améliore ? Bon, alors révéler, bon, on va pas dire comme ça, mais il y a quelques grands noms qui sont très connus aujourd'hui, mais où je pense qu'il y a eu une influence de ma part au début. Un des plus célèbres, peut-être, c'est Trollon-Mondo à Saint-Émilion, qui avait une routine d'élaboration de vin dans les années 80 et qui a été changé pour devenir le très grand cru qu'il est aujourd'hui, et donc classé A au dernier. Classé B, pardon, premier grand cru classé au dernier classement. Voilà, puis il y en a d'autres. Angélus, qui aujourd'hui est Hubert de Boire, qui est un consultant comme moi d'ailleurs aujourd'hui, mais Hubert, il a grandi avec moi, on a fait beaucoup de choses ensemble, il est beaucoup plus jeune que moi, donc on a fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, puis je pourrais vous en citer des dizaines comme ça. Il y a beaucoup de châteaux. Vous savez, les dernières 40 années, tout a changé. Donc j'étais là, la chance a voulu que je sois là, donc j'ai fait partie de cette nouvelle vague un petit peu de l'œnologie. Alors on imagine bien que, on voit bien la valeur ajoutée de ce type de prestation, mais on imagine bien aussi que ça a un prix. Combien coûte ce type de prestation justement ? Alors, pour ça, je vais quand même reprendre un peu le départ. Il faut savoir qu'au début, ce qu'on appelle le consulting, ça n'existait pas. Donc, les propriétaires n'imaginaient pas qu'ils puissent payer 1 centime pour se faire conseiller, puisqu'ils étaient tous persuadés que grand-père avait fait du vin, donc il faisait du vin, donc il savait faire du vin, ce qui n'était pas le cas. Bon, et donc, on faisait ça. Je dirais que j'ai passé 10 ans de ma vie à donner des conseils gratuits, parce que je pensais que le vin en avait besoin, la profession en avait besoin, et on ne prenait pas d'argent. Je vais vous citer un autre exemple. Je suis allé aux États-Unis en 1985. À l'époque, je gagnais $200 par jour pour être aux États-Unis. On me payait le billet d'avion quand même. Bon, et voilà, donc c'était ça aussi le métier de consultant. Alors aujourd'hui, bon, c'est vrai que les marges ont un peu augmenté. Alors c'est très variable. Ça peut aller. Château-Angélus, justement. Ça peut aller. Le Château-Angélus, il a jamais payé 1 centime. Alors donc, mais vous voyez, Trollon-Mondo, peut-être on lui prend 10 000 euros, et puis il y a des contrats qui sont plus chers que ça. Bien évidemment, ça peut aller jusqu'à 50, 70 000 euros. Ça dépend un peu du volume aussi, parce que ça dépend du temps que ça nous prend. Bon, donc, il n'y a pas de... C'est pas une profession de médecine, l'œnologie. Il n'y a pas d'honoraires réglementés. Alors, c'est un espèce de gré à gré entre le client et son œnologue. Donc, tout est possible. Alors vous conseillez des vins à travers le monde entier. Vos pronostics en 2050, où en sera le vin français? Est-ce qu'il sera toujours leader? Eh bien, je me trompe peut-être, mais je le pense. Vous savez, on a une qualité ou un avantage en France. On a toutes les grandes références. Bon, si vous prenez la Syrah, le Champagne, les vins avec des bulles, vous prenez le Cabernet Sauvignon, vous prenez le Merlot, vous prenez le Pinot Noir, vous prenez le Chardonnay, toutes les grandes références sont en France. Et ça ne changera pas. Parce que ça, c'est une relation sol-climat. Et sol-climat, même si le climat change, il changera aussi pour les autres. Et donc, ça ne changera pas. Donc, on restera le pays de référence. D'accord. Et est-ce qu'il est possible pour les grands vins français, un château Cheval Blanc, un château Pétrus, de recréer leur goût, de recréer leur terroir dans des pays à l'étranger ?
De faire vraiment du château Angélius, du château Pétrus, du château Cheval Blanc en Argentine ou en Afrique du Sud? Non, parce que l'essence même d'un vin est donnée par son terroir en relation avec un climat sur lequel on a planté une variété. Alors, en l'occurrence, Cheval Blanc, c'est du Cabernet Franc et du Merlot. Pétrus, c'est que du Merlot. Bon, pourtant, ils sont pratiquement voisins, mais bon, c'est un cépage sur un terroir relié à un climat. Et ça n'est pas rééditable, parce que c'est comme les empreintes digitales, elles sont toutes différentes, ou les empreintes ADN, donc on ne reproduit pas à 100% un ADN, on ne reproduit pas à 100% les empreintes digitales. Là, c'est pareil, on peut essayer de s'approcher, on peut avoir, parce qu'il y a des tendances, il y a une caractéristique de ces vins, donc on peut essayer de s'en approcher, mais jamais ça ne sera la copie conforme. Bon, donc ce n'est pas une solution pour les vins français. Pourtant, on dit que les vins français sont fortement menacés. On a parlé de changement climatique. Est-ce que vous croyez que ces menaces sont réelles, notamment pour des domaines comme Bordeaux, comme la vallée du Rhône ? Vous savez, moi je suis fait pour être pragmatique, ou je suis né pragmatique. Bon, donc aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Alors quand on me parle dans 50 ans, heureusement qu'il y a des gens qui s'en occupent et qui commencent à penser. Mais vous savez qu'ils sont pas tous d'accord quand même, parce qu'il y en a qui pensent que ça va aller très mal, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus modérés. Alors en fait, qui dit vrai ? Les pessimistes ou les optimistes ? C'est toujours le problème. Donc je crois qu'on ne le saura que dans 50 ans. Bon, déjà. Alors, moi, je ne me mets pas dans ce genre de pronostic. Donc, c'est sûr que le climat a évolué, mais on l'a vu déjà, le climat a évolué. J'écoutais hier soir Lucchini déclamer Céline, et qui disait, en 1885, la Seine avait gelé. Bon, il y a longtemps qu'on n'a pas vu la Seine gelée. Moi, je crois que je ne l'ai jamais vue de ma vie. Bon, donc ça a existé. Donc on aurait pu dire, ça y est, c'est le quaternaire qui revient, tout est foutu, on va revoir apparaître les mammouths, et on va disparaître. Non, je ne crois pas que ça se passe comme ça. La Terre est une bonne fille. C'est vrai qu'on y est un peu nombreux, mais quand même, même si on lui fait la chatouille un petit peu de travers de temps en temps, je ne pense pas que tout se passe comme ça. Il y aura des évolutions, c'est sûr, mais l'homme sait réagir aux évolutions, il n'y a pas de problème. Michel Rolland, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.